Le sort des étudiants tchadiens vivant dans l'épicentre du coronavirus en Chine était au centre d'une audience accordée par le chef de l'État à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad. Les préparatifs du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie au centre de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine ouverte ce jeudi à Addis Abeba. Et puis le Tchad, en l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 6 février la 17e édition de la Journée internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le sort des étudiants tchadiens vivant dans l'épicentre du coronavirus en Chine était au centre d'une audience ce matin accordée par le chef de l'État Idriss Déby Itno à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing. Nous sommes invités. Exprimer toute la solidarité du peuple tchadien et de son président au peuple frère et ami de la République populaire de Chine suite à l'épidémie du coronavirus qui y sévit et s'enquérir du cas de 30 étudiants tchadiens vivant à Yuan, foyer de la maladie, tel est le mobile pour Idriss Déby Itno à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad. Pour le moment, il n'y a aucun cas des étudiants tchadiens qui sont là-bas, qui sont contaminés. Non, il n'y a aucun cas. Donc il y a des médecins qui s'en occupent. Il y a des prises de température chaque jour, donc il y a des désinfectations de leur chambre, donc il y a toute une équipe qui s'occupe d'eux. À ce que je sais, il y a à chaque université, il y a une personne de contact, de liaison plutôt, qui s'occupe de ces étudiants tchadiens. J'ai tout un tableau de liste de ces tchadiens et de leurs personnes de liaison. Donc j'ai déjà transmis ce tableau au ministère des Affaires étrangères tchadien et à l'ambassade du Tchad en Chine, mais également sur notre compte, sur la page Facebook et Twitter. Vous allez les suivre vous-même. L'ambassadeur de la Chine au Tchad rassure également qu'aucun Chinois provenant de la ville de Yuan, épicentre du coronavirus, n'ait été enregistré au pays de Toumaï au Tchad. Je voudrais dire qu'il n'y a aucun cas, c'est déjà confirmé par l'ambassade et par le ministère de la Santé publique. Il n'y a aucun cas ici au Tchad. Aucun cas. Je prends toute la responsabilité de dire ça. Et il y a des contrôles internes chez les Chinois qui sont résidents ici au Tchad. Donc toutes les entreprises chinoises ont gelé déjà leur déplacement de personnes d'ici en Chine et de Chine ici au Tchad. Et les ressortissants chinois ici, ils ont également sacrifié leur retrouvaille familiale pendant la plus grande fête de la fin de l'année. Le coronavirus n'est pas une fatalité. C'est une maladie comme toute autre. Il y a des experts, non seulement chinois, mais également étrangers, qui disent considérer que ce virus, c'est un virus de grippe. Donc la mortalité, c'est surtout chez les personnes âgées, plus de 65 ans, avec des problèmes médicaux sous-jacents. Donc il ne faut pas paniquer. La panique est plus dévastatrice que l'épidémie, d'où son appel au calme. La 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mamazin, prend part à cette rencontre. Durant 2 jours, les ministres des Affaires étrangères du continent vont plancher sur plusieurs sujets à l'ordre du jour pour préparer le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ce week-end dans la capitale éthiopienne, Kapilimisi. Comme d'ordinaire, en début d'année, les ministres des Affaires étrangères des 55 pays membres de l'Union africaine se réunissent autour du président de la Commission de l'Union africaine et du président du Conseil exécutif, assuré par le ministre des Affaires étrangères de la présidence en exercice. Au cours de cette 36e session du Conseil exécutif, les ministres des Affaires étrangères vont examiner le rapport de la 39e session ordinaire du Comité des représentants permanents COREP et le rapport annuel sur les activités de l'Union africaine et de ses organes.
Il sera également question de révisiter l'examen du rapport sur le thème de l'année écoulée qui était consacré à la question des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées internes avant de travailler sur la note conceptuelle de la feuille de route du thème de l'année 2020. Faire taire les armes, créer des conditions favorables au développement de l'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué au départ de cette session les efforts réalisés en vue de bâtir une Afrique sur des solides fondations économiques et politiques, des efforts qui se poursuivent avec une détermination toujours nourrie à la sève du panafricanisme et de la performance, objet de la réforme institutionnelle de l'Union. Le président de la Commission de l'Union africaine a fait le tour des activités menées par son institution en 2019, mais relève-t-il, malgré ces efforts, le défi sécuritaire reste inquiétant. Ces défis renforcent dans la conviction sur le thème de l'année, faire taire les armes, créer des conditions propices au développement. Mais cet échéance échu révèle davantage la complexité de la problématique sécuritaire en Afrique, a indiqué le président de la Commission. Il faut donc réfléchir profondément à cette question. Avant de lancer les discussions, le ministre égyptien des Affaires étrangères et président d'exercice du Conseil exécutif, Sameh Shoukry, s'est félicité également des efforts faits par l'Afrique et l'Union africaine pour relever les nombreux défis. Mais on n'est pas encore au bout du tunnel. Le chef de la diplomatie égyptienne exhorte ses pairs à plus de sagesse au cours de cette session. Cette session va aussi s'atteler sur l'agenda du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre ce dimanche dans la salle Nelson Mandela au siège de l'Union africaine. Le 6 février de chaque année, le monde célèbre la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce matin la 17e édition au palais du 15 janvier. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamanour, représentant la première dame, qui a présidé la cérémonie. Mamatouma Moussal. Instituée par les Nations Unies en 2012, la mutilation génitale touche plus de 200 millions de filles et femmes dans 17 pays au monde, dont le Tchad. Pour inverser la tendance, le pays de Toumaï, à l'instar des autres États du monde, célèbre le 17e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Cette journée est placée sous le haut patronage de la première dame du Tchad, Inda Déby Itno, qui s'est fait ici représenter par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamanour. Si à l'échelle nationale, le thème choisi est investir dans les adolescents, filles et garçons à travers la formation et l'information afin d'assurer l'objectif de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. Au plan mondial, il est question de libérer le pouvoir de la jeunesse, une décennie d'accélération des efforts pour zéro mutilation génitale féminine. Un engagement ferme qui corrobore avec les termes de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes stipulées par l'ONU en 2012. En 2020 seulement, 4,1 millions de filles dans le monde risquent de subir les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines mettent en danger la santé des femmes et des filles, causant des problèmes de santé permanents, notamment physiques, psychologiques et de bien-être. La mutilation génitale est la conséquence directe des pratiques néfastes dues à l'excision, la violence sexuelle exercée sur les filles et les grossesses indésirées. Une situation alarmante qui motive cette dame rescapée, victime de mutilations génitales. J'ai été excisée seule. On m'appelait Kalbaï, qui veut dire unique excisée. Pendant l'opération, j'ai perdu beaucoup de sang et je dois ma vie à mon père qui était infirmier, qui a dû m'envoyer des anti-anémiques en urgence. Au retour, c'est ma mère qui a subi la sanction de l'église, qui l'a excommuniée alors qu'elle n'était même pas au courant. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Arjun Jalal Khalil, invite toute la population tchadienne à lutter avec détermination contre l'excision et toutes les autres pratiques qui causent la mutilation génitale. J'en appelle donc jamais à la vigilance et au maintien des élans par les autorités administratives, les responsables des services déconcentrés de l'État, plus particulièrement les responsables religieux,
les chefs traditionnels et coutumiers pour la considération des événements afin que d'ici 2030, le Tchad soit déclaré un pays où les mutilations génitales féminines sont éradiquées. Pour immortaliser cette cérémonie, les artistes Sultan et Ngas David montent au podium et au plus grand bonheur du public, présenter l'un de leurs plus beaux morceaux dont le contenu condamne l'excision sous toutes ses formes. Dans son intervention, la ministre secrétaire générale du gouvernement Mariam Manour invite les partenaires et les leaders religieux à soutenir les actions du gouvernement afin de lutter contre les mutilations génitales féminines. Mesdames et messieurs, Son Excellence Madame Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad, aurait voulu présider personnellement cette importante cérémonie. Mais retenue par ses lourdes charges, elle m'a fait l'honneur de la représenter et c'est avec un agréable plaisir que je vais m'acquitter de cet agréable devoir et je la cite. Qu'il me soit permis, à l'entame de mon propos, de saluer la présence massive des personnalités qui ont tenu, en dépit des contraintes d'agenda, à assister à cet événement de haute portée marquant la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Cette mobilisation est le signe patent d'un élan collectif des hommes et des femmes déterminés à s'investir pour lutter contre une pratique qui compromet la santé et l'épanouissement des jeunes filles et des femmes. Distingués invités, mesdames et messieurs, il y a un fait qui est d'une indéniable évidence. Quelles que soient les raisons qui motivent leur pratique, les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour les jeunes filles et les femmes. Bien au contraire, ces mutilations affectent dangereusement la santé des filles qui sont soumises à cette pratique aberrante et avilissante. Il est clairement établi que les mutilations génitales féminines provoquent de graves hémorragies et des problèmes urinaires. Elles sont à la base de nombreuses infections entraînant la stérilité ou des complications lors de l'accouchement. Ces lourds préjudices sur la santé sexuelle et reproductrice altèrent également la santé mentale suite au traumatisme psychologique que vivent les victimes durant les années entières, sinon toute leur vie. Cette réalité, parfaitement démontrée par les scientifiques et d'ailleurs durement vécue par les femmes dans leur propre chair, met toute la société en face d'une responsabilité, celle du refus de l'absurde et d'engagement dans la lutte contre ces pratiques ignobles et surannées. Enjeu défi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de personnes handicapées par le gouvernement de la 4e République. Tel est le thème de la Journée nationale de personnes handicapées édition 2020. Occasion pour la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale de faire une déclaration que je vous invite à suivre. La Journée nationale des personnes handicapées instituée par décret numéro 136 du 6 juin 1994 et est célébrée le 7 février de chaque année sur l'ensemble du territoire national. C'est un cadre national de réflexion et d'échange sur la situation des personnes qui vivent avec un handicap en vue de créer des conditions favorables sur leur inclusion et leur participation au programme de développement du pays. Placé cette année sous le thème Enjeux et défis de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le gouvernement de la 4e République, ce thème met l'accent sur la mise en œuvre effective de la Convention relative aux personnes handicapées en vue d'éradiquer toute forme de discrimination et faciliter leur pleine participation, inclusion aux programmes et projets de développement du pays, de façon équitable sur la base de l'égalité des chances. C'est ainsi que le gouvernement a pris des mesures idoines pour favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé
et autres sphères de la vie en société pour cette catégorie de personnes. Bien plus encore, il les invite à agir contre les préjugés et la discrimination à leur égard. Les personnes handicapées ont le droit de participer pleinement à la vie et au développement de la société et de jouir des conditions de vie égales à celles des autres citoyens et d'avoir les mêmes conditions résultant du développement socio-économique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, a mis au cœur de sa politique la question du handicap en accordant une place de choix et prévoyant la mise en place de structures et infrastructures adaptées pour leur épanouissement et des mécanismes d'incitation à l'embauche. De même, la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées marque cette volonté manifeste de promouvoir les droits de cette frange de la population. Et puis, c'est quelques communiqués pour la suite du journal. La ministre en charge du commerce, Achta Djibril, a reçu successivement les ambassadeurs du Nigeria et celui de l'Afrique du Sud. Avec le premier, il a été question de la coopération économique et commerciale, mais aussi la participation de son pays, le Nigeria, au Salon africain de l'agriculture Safadri. Pour l'ambassadeur sud-africain, les relations politiques entre le Tchad et son pays sont solides. Il a aussi pour objet d'échanger avec la ministre de l'organisation prochaine du Forum Tchad-Afrique du Sud. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubraï, a reçu lui aussi successivement la directrice sectorielle de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Maria Saraf, et le chef de mission de service FMI, Edouard Germayel. Le ministre a échangé avec la directrice sectorielle de la Banque mondiale sur les priorités du gouvernement tchadien en matière de protection de l'environnement, le changement climatique et l'élaboration de nouveaux projets dont le montant s'élève à 55 millions de dollars. Quant au chef de mission de service FMI, le ministre a échangé avec ces derniers sur la question de la mise en œuvre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Soare, le chef de délégation adjoint du comité international de la Croix-Rouge, Khoder El Tahri, ont signé un protocole d'accord. Ce protocole d'accord d'un coût global qui s'élève à près de 500 millions de francs CFA intervient dans le cadre de la santé animale au Tchad. Lancement à Bakara ce 6 février de l'atelier de validation du manuel de procédure administrative, financière et comptable de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, un outil de contrôle interne qui a pour objectif d'améliorer le fonctionnement des activités de cette institution. Le point avec Mamad Seyda Bakar. Durant 4 jours, les participants à cet atelier passeront à la loupe le manuel de procédures administratives, financières, comptables et budgétaires de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. Ceci afin de formaliser les principales procédures de gestion de la dite institution. Il s'agit d'améliorer les procédures existantes et surtout de les adapter à l'évolution actuelle. Le manuel qui vous est soumis aujourd'hui traduit la vision retenue par la CNPS et identifie les moyens pour atteindre ces objectifs. Il n'est pas le produit d'une programmation bureaucratique détachée de toute réalité, mais est le fruit d'un travail de terrain permettant de répondre de la manière la plus appropriée qui doit aux besoins. Après sa validation, ce document contribuera à l'amélioration des prestations de la CNPS. Il s'agit précisément de définir les étapes à suivre dans l'exécution des activités principales de l'institution, de connaître les outils dont doivent disposer les intervenants chargés d'exécuter les opérations et de situer pour les procédures administratives les responsabilités dans l'engagement de l'institution et le schéma de traitement des dossiers. Ce manuel de procédures servira de feuille de route en vue d'asseoir une gestion saine et transparente dans les services de la dite structure. En politique, le mouvement patriotique du salut continue d'accueillir des nouveaux militants dans ses rangs dans le département de la Kabia. Plus de 500 militants ont regagné les rangs du MPS. Les cérémonies de ces ralliements se sont déroulées en présence de Aladedi Kone, membre du bureau politique national du MPS. Falam Bisoulkan. Cette ferveur de population de canton Diaraou
et Canton Gounou témoignent de leur engagement à militer désormais dans le mouvement patriotique du salut. Ces nouveaux militants du mouvement patriotique du salut viennent des partis politiques à savoir le VIFA RNDP, CAPSUR, PDS et l'UNDR. Les intervenants ont salué cette décision et invitent les ralliés à œuvrer nuit et jour afin que le mouvement patriotique du salut triomphe à toutes les élections à venir. Les désormais militants du mouvement patriotique du salut ont immortalisé leur engagement par l'acquisition de leur carte des militants du mouvement patriotique du salut. Iba Gawa Madnan, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, a saisi cette occasion pour exhorter ses camarades à vulgariser à tous les niveaux les idéaux du parti. Le représentant des ralliés donne les raisons de leur choix. Vu l'environnement sociopolitique et économique qui prévaut autour de nous, vu les réalisations faites par le mouvement patriotique du salut dans le Tchad en général et dans la Kabylie en particulier, vu le soutien social et matériel réalisé par notre camarade le docteur Alaridi Kone dans la Kabylie d'une manière générale et partant dans notre canton Diarao. En accueillant ses nouveaux camarades, Dr Alaridi Kone rappelle que sa formation politique, le mouvement patriotique du salut, est honoré de ces différentes adhésions. Assure qu'ils ne seront pas déçus. Franchement dit, il n'y a pas match. MPS a déjà gagné. Tous les Mousseilles, unanimement, ont décidé de se déverser dans le MPS pour des raisons que vous avez entendues tout à l'heure. Vraiment, je vous dis merci. Parce que nous sommes dans un grand parti dynamique. Un parti qui est consacré rien que pour le développement intégral du pays. Vous avez entendu, le président de la République a pris en compte beaucoup de paramètres cités. Comme on dit, derrière tout grand homme se tient une grande femme. Et cette femme, c'est votre jeune maman. C'est la maman Hinda Debi Itno. Cette dame est en train de s'activer pour le salut de la population à travers son organisation, le Grand Cœur. Beaucoup de yeux ont été opérés. Des gens ont retrouvé la vue. Beaucoup de malades ont été évacués sanitairement. Elle a fait beaucoup de forages. Ici même à Kabia, elle a déversé une bonne somme avec les moulins à moudre. Beaucoup d'œuvres que nous avons vues ici. Nous vous disons merci. Le chef de mission, Dr Alaridi Kone, a promis de transmettre toutes les doléances au président fondateur du mouvement patriotique du salut. Le gouverneur de la province du Logone occidental a fait ce matin une communication à Mondou, une communication pour annoncer l'arrivée du chef de l'État dans le chef-lieu du Logone occidental. Suivi. À vous en tant que conseiller de la localité de Mondou et aux délégués des arrondissements, que le président vient chez nous, à Mondou. Et pour cela, il faut absolument avoir l'appui des uns et des autres pour lui réserver un accueil très chaleureux. Il vient en tant que chef de l'État. Donc, que nous soyons du parti au pouvoir, que nous soyons des alliés, que nous soyons des partis de l'opposition, avant tout, il vient en tant que chef de l'État. Donc, l'appui de tous est vivement souhaité. Chaque parti doit mobiliser ses militants. Chaque quartier doit mobiliser ses militants pour que nous donnions un accueil très chaleureux à son excellence, Monsieur le Président de la République. Vous les connaissez tous, même si nous ne sommes peut-être pas le premier, nous ne sommes pas aussi lésés à Mondou par rapport à certaines structures. Nous avons quand même eu un minimum d'intervention de l'État, du gouvernement cadien pour notre localité. Nous allons réfléchir à demander ce qu'on peut obtenir encore plus
on doit réfléchir pour demander qu'est-ce que notre ville en a besoin. On doit taire nos petites querelles, on doit taire notre vision politique. Nous sommes d'abord tchadiens, on peut être de l'opposition, on peut avoir des idées différentes, mais avant tout, voyons d'abord l'intérêt de notre province et en particulier l'intérêt de notre ville. Dans la province du Borkou, le gouverneur Ali Maïdi Kébir a présidé ce matin à Faya les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des autorités provinciales sur les missions assignées à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le point avec Dudouadou. Ces projets, qui est l'initiative de l'Union européenne, est organisée par l'Organisation internationale pour les migrations au Tchad, dans le cadre de renforcer les capacités des forces de sécurité et les autorités de la province du Borkou, afin de bien protéger les migrants et lutter contre la traite de personnes. Alors, le premier magistrat de la province du Borkou, Ali Maïdi Kébir, se félicite du choix porté sur la province du Borkou et ce projet qui a pour objectif principal d'améliorer les connaissances des participants sur les notions de base sur la migration, discuter et d'analyser les dynamiques migratoires en Afrique et au Tchad, amener à améliorer leur compréhension sur la traite de personnes et mécanismes de protection et d'assistance aux migrants en situation de vulnérabilité. Identifier les acteurs locaux concernés par la protection des personnes vulnérables et déposer un schéma de référencement pertinent. Juste après l'intervention du gouverneur de la province du Borkou, le responsable du bureau OIM à Faya, Élisée Torche, a expliqué à travers une projection les axes stratégiques de ces projets qui sont notamment la protection des migrants vulnérables à travers l'assistance directe, hébergement, santé et nourriture, l'assistance au retour volontaire des migrants dans leur pays d'origine et la réintégration par le biais des projets générateurs de revenus dans le pays d'origine. Le ministère de la Santé publique poursuit sa campagne de sensibilisation et d'information sur les facteurs de risque de cancer ainsi que les techniques de prévention à l'endroit des étudiants ce matin sur le complexe Avenue de Gassi qui a reçu la visite du coordinateur du programme national de lutte contre le cancer, Ibrahim Mamad Abdelkader. Christelle Ngarlemdana. Informer et sensibiliser les étudiants du complexe AVD de Gassi sur les facteurs de risque de cancer ainsi que les techniques de prévention constitue un des axes stratégiques du ministère de la Santé publique. L'objectif est de les conscientiser sur les gestes à adopter afin de préserver leur santé. De nos jours, le cancer demeure un problème de santé publique et continue à endeuiller d'une manière silencieuse le nombre de la population tchadienne. Modifier chaque jour son comportement et habitudes alimentaires permet de réduire le risque de cancer. Au Tchad, par rapport aux données, nous notifions plus de 300 cas de cancer tout type confondu par année. Global Can a estimé pour l'année 2018 7941 cas de cancer au Tchad. De manière générale, quel qu'en soit le type de cancer qui touche les femmes, les hommes et les enfants, le dépistage permet de sauver en moyenne 400 personnes, soit un tiers des malades. Lancée le 4 février dernier à Léry, la caravane ophtalmologique de la Fondation Grand Cœur de concert avec le programme national de lutte contre la cécité se poursuit à Léry. Varelage nous en dit plus. Prévue pour atteindre 500 personnes, la caravane ophtalmologique lancée par la Fondation Grand Cœur et son partenaire PNLC, le programme national de lutte contre la cécité, se poursuit sans incident majeur au sein de l'hôpital du district sanitaire de Léry. Déjà, 175 personnes sont opérées avec succès. L'équipe médicale procède au traitement des patients. Dans la cour de cette structure hospitalière, c'est une joie immense qui anime les patients. Cette joie qui anime les patients reste dans leurs annales. Ça fait 3 ans, sans voir n'importe qui que ce soit. Et avec l'arrivée de Grand Cœur, je vois bien, je remercie la grande dame de notre excellence Déby Igno. La population de Léry l'a remercie beaucoup. 2020, je vais me marier à 3 femmes.
Même ce patient ne cache pas sa satisfaction. Il joint sa voix à celle des autres pour présenter ses vifs remerciements à la première dame Inda Déby Itno. Vraiment, je suis très content. Je remercie beaucoup. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle continuera à faire. Je remercie beaucoup, Dieu le bénisse. Comme eux, beaucoup d'autres s'inscrivent dans cette logique. Pour ces derniers, grâce à la première dame, ils recouvrent la vue. Disent-ils, la vue c'est la vie. Que Dieu accorde une longue vie au couple présidentiel afin qu'il puisse multiplier des œuvres de bienfaisance au profit d'autres couches vulnérables. Le sous-préfet d'Abéché rural, Macky Ahmad Koubar, a inauguré ce matin le centre de santé Tourbikine dans le canton Kachmal-Wadi. C'est en présence des responsables sanitaires de la ville d'Abéché. Souleymane Ousmane Boukaï. Créé par arrêté numéro 05 du ministère de la Santé publique, signé en date du 13 janvier 2020, le centre de santé de Tourbikine dans le canton Kachmal-Wadi, sous-préfecture d'Abéché rural, couvre une population estimée à 20 000 âmes et est placé sous l'autorité du médecin-chef du district sanitaire d'Abéché et soumis aux tests régissant les structures sanitaires publiques et privées du pays. Dans son intervention, le représentant du chef de canton Kachmal-Wadi, Ahmad Annour Mokhtar, a remercié les plus hautes autorités du pays pour avoir créé un centre de santé à Tourbikine qui, selon lui, soulagera la souffrance de la population et plus particulièrement celle des femmes. Le représentant du médecin-chef du district sanitaire d'Abéché, Ali Assouni, a dans son intervention fait comprendre à la population que la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi il a demandé à la population de fréquenter le centre de santé pour son bien-être social. Lançant les activités du centre de santé de Tourbikine, le sous-préfet d'Abéché rural Macky Ahmad Koubar a laissé entendre que l'ouverture de ces centres s'inscrit en droite ligne de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui fait de la santé de la population son cheval de bataille. Il a également fait comprendre aux uns et aux autres que le centre de santé appartient à toute la population du canton Kachmal-Wadi. À cet effet, il a demandé aux hommes d'accompagner leurs épouses pour la consultation prénatale et d'envoyer leur progéniture pour la vaccination des routines. Dans la province du Lac, le secrétaire général provincial Saïd Khatir Abdraman a présidé ce matin pour la cérémonie de la campagne de vaccination contre la peste de Petit Rumina. Mohamed Mbouloumi. Cette première phase de campagne de vaccination contre la peste de Petit Rumina et la clavelée se déroulera d'ici février au 5 avril 2020 dans toute la province du Lac. Le délégué provincial de l'élevage et des productions animales, Dr Abakar Mamanour Malay, a souligné que cette campagne vise à vacciner 400 000 têtes de petits ruminants avant de rappeler qu'une campagne de sensibilisation de 10 jours a été faite à l'intention des éleveurs pour l'atteinte des objectifs escomptés. Pour le responsable du comité international de la Croix-Rouge CICR, Abdon Shimalamungo, cette campagne est la 4e organisée par la délégation provinciale de l'élevage avec l'appui du CICR, tout en citant quelques réalisations, notamment la formation des auxiliaires, la construction des parcs de vaccination, l'octroi des engins aux postes vétérinaires. En lançant cette campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la clavelée, le secrétaire général de la province du Lac, Saïd Khatir Abdraman, a apprécié à sa juste valeur l'appui constant du comité international de la Croix-Rouge, CICR, dans la province du Lac depuis 2015, avant de souligner que la lutte contre les maladies animales est l'une des priorités du gouvernement incarné par le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui ambitionne éradiquer ces maladies sur l'ensemble du territoire national. Il a invité les équipes de vaccination de faire preuve d'un travail bien accompli avec beaucoup de professionnalisme. L'administration de quelques doses du vaccin a mis terme à cette cérémonie du lancement des campagnes de vaccination contre la peste des petits ruminants. Dossier de la rédaction entrepreneuriat en milieu jeune. Parlons-en. Bon nombre de jeunes se donnent à l'entrepreneuriat pour gagner leur vie et se lancent dans l'agriculture, la technologie et bien d'autres domaines. Dans le reportage que vous allez suivre, quelques jeunes se sont réjouis de leur œuvre de création. Suivons ce reportage signé Abdul Kibou. Deux patronnes dans leur propre entreprise, Madina et Safia, promotrices de Kari Dari, une start-up qui se lance dans la transformation de l'huile de karité en produits cosmétiques, du make-up bio. Dans cette boutique, voici leur œuvre disposée,
fièrement dans les étagères. Karidari, tout simplement, veut dire carité de mon pays. Et comment l'idée était venue déjà, c'était parti d'une expérience personnelle. J'ai remarqué après un temps, le résultat était satisfaisant. Les gens commencent à me demander et du coup, j'ai décidé d'en faire un business. Karidari, le bébé n'a pas encore 1 an, mais déjà il lutte pour pousser ses premiers pas dans la cour des grands. Ses génitrices y veillent. En ce moment, alhamdoulilah, Karidari fait de son mieux pour pouvoir satisfaire la demande, mais là c'est encore la demande, elle devient de plus en plus croissante. Et là, il faudra vraiment passer à l'étape industrielle pour satisfaire non seulement la demande au niveau national, parce que Karidari se veut également une entreprise tchadienne et en même temps panafricaine. Cet homme est un client de première heure de Karidari. Et comme d'habitude, aujourd'hui aussi, il est venu acheter un savon. Et là, elle me dit aussi qu'elle a un nouveau produit pour les cheveux. Comme j'ai un début de calvitie, je vais aussi essayer. Mais j'ai confiance en ce produit, c'est pour cela que je ne me gêne pas pour aller chercher ailleurs. Client satisfait, quittons le lieu. Il y a du soleil quelque part pour alimenter la lumière. Courant Djabo, c'est une invention du jeune Youssouf. Une alternative pour faire face à la coupure d'électricité avec des ampoules pour alimenter les ménages. De l'électricité à la portée de tous. Le Tchad, c'est un pays qui a un fort potentiel de solaire et nous avons donc décidé de faire la promotion du solaire et surtout de permettre aux familles reculées dans la zone où la SN n'intervient pas, de leur donner donc ces alternatives-là qui peuvent s'éclairer au lieu de dépenser de l'argent dans des alternatives comme des lampes à kérosène, des bougies ou des lampes à piles de basse qualité. Dans ce navire entrepreneurial, il faut du courage pour tenir tête. Dans ce climat des affaires difficiles, la jeune start-up se cherche une place. Je constate à chaque fois que quand on parle des Tchad, quand même les situations sont un peu compliquées pour convaincre des partenaires financiers pour venir investir au Tchad. Et là, nous demandons donc aux autorités, quand on fait un plaidoyer donc au niveau des autorités ou des pouvoirs publics, de quand même permettre en fait de penser à cela. Et peut-être que c'est au pouvoir public aussi de prendre le devant en fait, de croire à ces jeunes entrepreneurs-là. Et de mettre la main dans la poche, peut-être que cela peut encourager d'autres acteurs à faire de même. Dans un autre décor, voici un autre visage. Mama Tangata, le patron de l'entreprise Sotem, un entrepreneur à plusieurs casquettes. Sotem, nous sommes dans des produits finis. Donc nous faisons des bacs à ordures, appelés aussi communément poubelles, et nous faisons aussi des kiosques mobiles. Et tout ce qui est produit est fini, on le conçoit. Pour un jeune entrepreneur, il y a aussi toujours des difficultés. Au début, c'était comme un enfant qui apprend à marcher. Donc c'était très difficile. Et Dieu merci, maintenant, on se tient debout et on marche pour notre propre bien, quoi. Ils sont tous des jeunes entrepreneurs, au lendemain assurément meilleur. Chacun dans son domaine précis tire son épingle du jeu, même si c'est difficile. Voilà, personne ne parle de la fonction publique. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science forme 68 femmes travailleuses domestiques du groupement de Daïmadji de la commune du 10e arrondissement. Elles seront formées durant 1 mois en couture afin d'aider la gente féminine dans les activités génératrices de revenus. Amatangasta. Ces filles et femmes ont pour principale activité les travaux de ménage. Elles exercent ces activités dans la capitale et à l'intérieur du pays. Pour réduire le taux de chômage en milieu jeune afin de lutter contre la pauvreté, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science forme 60 filles et femmes travailleuses domestiques du groupement de Dianmadi de la commune du 10e arrondissement. Durant 1 mois, la gente féminine sera outillée dans l'apprentissage de la couture. La présidente du groupement Dianmadi, Denemadi Doyangar, salue cette initiative en faveur de son groupement. Elle précise que son groupement est créé en vue d'aider les filles et femmes en situation difficile dans les activités génératrices de revenus. Il n'y a pas un seul métier, Sony, le secrétaire de la Commission nationale tchadienne de l'UNESCO. Le métier de couture, ce n'est pas un petit métier. C'est en commençant petit qu'on grandit et on devient une entreprise. Aujourd'hui, c'est une fille qui va avoir une machine. Après, elle va recruter une autre personne.
Et ainsi de suite, après elle va se retrouver avec 2-3 machines et ça devient déjà une petite entreprise. Le ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, par la voix de sa directrice de l'entrepreneuriat, des femmes et des jeunes, indique que son institution continuera à soutenir les initiatives. Je vous demande d'être assidus, d'être très attentifs à ce que vous allez apprendre. Parce que votre avenir est entre vos mains et nous serons avec vous pour vous accompagner. L'UNESCO est un partenaire privilégié du gouvernement tchadien. Elle contribue à l'éducation, à la culture et à la science, tout comme l'éducation non formelle. Arrivé à la tête de la Fédération tchadienne de basketball à la faveur de l'Assemblée générale élective du 6 novembre 2016, l'équipe que dirige Bani Gatangoulou a propulsé la pratique de la balle orange sur les scènes continentales et internationales. Cet effort déploie le bureau exécutif mérite l'appui des bonnes volontés responsables en charge du sport. 2017 marque la renaissance du basketball tchadien. Cette réapparition des joueurs de la balle orange sur les scènes continentale et internationale s'est fait remarquer au lendemain de la prise en main de la fédération par l'équipe mise en place à l'issue de l'Assemblée générale élective du 6 novembre 2016. L'équipe présidée par Bani Gatangoulou a entamé son programme d'action par la redynamisation des ligues en commençant par celle d'Njamena, vitrine du basketball national. Cela malgré le manque d'une salle, d'un plateau digne de nom à part celui du lycée Félix Eboué à ciel ouvert où se déroulent toutes les compétitions de la dite ligue, y compris la mise au vert de l'équipe nationale. Pour évaluer ses efforts, Bani Gatangoulou et son staff ont engagé les SAO dans les compétitions de la Fédération internationale de basketball FIBA. C'est parce qu'on a commencé à travailler 3 ans avant cette assemblée élective. Et par la grâce de Dieu, on a eu à occuper cette fonction et puis à mettre en place ce bureau dont la longueur d'onde était la même chose, la renaissance du basketball tchadien. Il y a eu des sacrifices qui ont été vraiment réalisés de tous les côtés et nous avons tous été rapprochés par cette envie de changer l'image du basketball. Certes, dit-on qu'à cœur voyant, rien d'impossible. Cependant, en matière de sport, l'amélioration des aptitudes physiques et techniques dépend d'un environnement propice. Pour aller avoir des résultats dans une compétition, c'est un processus de préparation, beaucoup de choses qui amènent. Et on ne peut pas préparer une équipe nationale en 1 semaine, en 2 semaines. Mais après, ceux qui nous financent nous donnent aussi des raisons sur pourquoi ce n'est pas fait en temps et lieu. Le Tchad, qui est sur la bonne pente, doit encourager les joueurs. Pour cela, il ne faut pas attendre le jour de la compétition pour mettre les moyens. Les obsèques de feu Djimé Langtar, député à l'Assemblée nationale, ont lieu ce matin à son domicile au quartier Ndjari. Au cours de cette cérémonie, une messe sera organisée en mémoire du regretté Issa N'Djamena avant d'acheminer le corps à Mana et son village natal où il sera inhumé. Gaya Mbenkeli. La famille de la représentation nationale, du corps médical et des hommes politiques vient d'être frappée une fois de plus par le deuil. Il s'agit du docteur Djimé Langtar, député à l'Assemblée nationale par ailleurs, vice-président du groupe parlementaire Les Démocrates, médecin de formation et président du parti Union pour la démocratie et la République, parti social-démocrate, UDR-PSD, qui s'est éteint ce samedi 1er février 2020. Très touché par cette disparition, parents, amis, connaissances et collègues de travail, bref, le Tchad en miniature, qui a fait le déplacement au domicile familial du regretté pour lui rendre les derniers hommages. Djimé n'était pas tellement malade, comme l'ont demandé ses oncles maternels. Moi, ça fait depuis le 5 décembre, j'étais aussi couché. Alors, j'ai appris de sa maladie. Un jour, je lui ai téléphoné, c'était le jeudi dernier là seulement, pour lui demander, docteur, quelle est ta santé en ce moment? Il m'a dit non, qui m'a dit qu'il était malade. Lui, il n'est pas malade. Il a seulement le rhume. Il a un peu de fièvre.
Et docteur Jimé me dit, tu peux rester. Reconnu par sa rigueur dans le travail et surtout le travail bien fait, la disparition de Feu Jimé Ibi Langtar constitue un vide difficile à combler pour ses collègues médecins, puis ceux de l'Assemblée nationale a laissé entendre le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, Dr Mbainginam Dionadji. Cette disparition laisse également les militants et militantes de sa formation politique orphelins et surtout dans un désarroi indescriptible, devrait signifier la secrétaire générale de l'UDR-PSD, Marie Komandial Nanalmadine. Ne pouvant rester indifférent face à cette circonstance douloureuse, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu chez l'illustre disparu pour compatir avec la famille éplorée. Je voudrais ici, en cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de la représentation nationale et du peuple tchadien tout entier, dans toute sa diversité, au-delà des clivages politiques, adresser à notre frère et collègue, le feu député Dr Jimé Ibi Langtar, un dernier adieu. Je viens ici lui apporter un témoignage d'affection, d'admiration, de reconnaissance à l'élu qu'il fut. Je garderai toujours de feu député Dr Jimé Ibi Langtar son esprit d'ouverture et de consensus, son sens élevé de solidarité et de responsabilité qui ont vite fait de le conduire sur le chemin de la lutte politique. Marié et père de 6 enfants, dont 5 vivants, le défunt a un riche parcours professionnel. Il fut médecin-chef adjoint de la clinique Les Fromagers en Côte d'Ivoire de 1981 à 1984, doyen de la faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djamena de 1997 à 1998, chef de service de pneumologie à l'hôpital général de référence nationale de 2005 à 2016 et puis député à l'Assemblée nationale de 2011 à nos jours. Après ces oraisons funèbres, le corps de Feu Jimé Ibi Langtar sera acheminé à Mané dans la Tangilé où se reposera à jamais. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain. Plaisir à Dieu.